Bienvenue pour ce webinaire sur comment mettre sur les rails les festivals et campeurs. Donc, je vois pour l'instant dans ceux qui sont connectés, donc il y a certains d'entre vous qui sont vraiment des accompagnateurs de la transition écologique de la culture, que quelques festivals par rapport au nombre de gens inscrits. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas forcément être disponibles parce qu'il y avait quand même plus de 80 inscrits entre le site et LinkedIn. On verra qui peut se connecter et qui aura le replay. Alors, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment l'envie d'explorer une stratégie qui me semble relativement simple et abordable pour réduire l'impact carbone de nombreux festivals, qui est de s'intéresser aux festivaliers qui campent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toujours dit qu'il y a beaucoup d'endroits, à mon avis, où on peut faire des choses de manière assez simple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour me présenter rapidement, je suis initialement urbaniste, beaucoup dans une grande collectivité qui s'appelle Toulouse Métropole. Et je suis aussi l'animateur d'une association un peu originale qui s'appelle Ralmo l'Étoile, qui milite pour la création d'un RER toulousain et qui rassemble des centaines de citoyens, des associations, une trentaine de communes de tous bords politiques et des acteurs économiques comme le MEDEF, la CPME. Il n'y a pas grand monde qui arrive à rassembler le MEDEF et France Nature Environnement. C'est parce qu'on essaie de montrer qu'on peut faire des choses de manière pragmatique et constructive. Voilà. Et du coup, il y a un an, j'ai lancé Ferroviaire démocratique avec l'idée d'accompagner d'autres acteurs à obtenir plus de trains de manière constructive. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui m'a sollicité, qui s'appelle David Earle, que beaucoup connaissent, et qui m'a dit, mais ce que tu proposes, on en a besoin dans la culture. Et donc, petit à petit, depuis un an, je suis rentré dans cette problématique des mobilités culturelles, pas seulement le train, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, là aussi, un petit zoom sur l'approche qui est la mienne, sur ces questions-là. Un, c'est de se dire que si il faut changer les mobilités des publics, des acteurs culturels pour des raisons écologiques, ce n'est pas l'écologie qui fait changer les pratiques de mobilité des gens. Donc, il y a plein d'études qui le montrent. Il faut que ce soit pratique, confortable, ce sont les habitudes. Et donc, voilà, ça sert à rien d'essayer d'utiliser des leviers, de changer vos mobilités pour c'est bon pour la planète, ça ne marche pas. Deuxième point important, c'est que les acteurs culturels peuvent avoir le plus naturel, c'est de demander aux acteurs de la mobilité des améliorations de l'offre. Mais les acteurs de la mobilité ont aussi leurs problématiques. Et donc, ce que je préconise, c'est que la culture se positionne comme une alliée des acteurs de la mobilité qui va aussi les aider à valoriser ce que eux ils font, parce que les acteurs culturels ont un pouvoir formidable pour faire vivre les expériences à leur public. Et donc, ils peuvent être l'occasion de faire tester des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire, notamment le train, mais pas que. Troisième idée importante, c'est que les choses ne se font pas un jour, on n'apprend pas à faire du surf un jour, et donc il faut y aller par étapes. Mais il faut commencer aussi rapidement, parce que dans les festivals, la question des saisons est importante, et donc il y a des choses qui doivent se faire. On peut faire des choses, tester des choses dès cette année pour essayer de faire mieux l'année prochaine. Voilà, il y a vraiment ce truc de saison. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment un peu des premiers éléments de réflexion sur les festivals et campeurs. Pourquoi s'intéresser au sujet? Je vais vous parler de mon exploration au Biche Festival en Normandie, à côté de l'Aigle, il y a 2 semaines. Alors, voilà, pour ceux qui sont arrivés en retard, Margot, la directrice, a un petit empêchement, et donc il y a Aude qui doit se connecter, mais je ne la vois toujours pas connectée. Je vous partage un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et je vous présenterai du coup les 5 points clés, moi qui me semblent importants aujourd'hui si on veut travailler sur comment faire changer les mobilités des festivals campeurs par le train, mais pas forcément que. Et on aura un temps de questions-réponses. Et puis le deuxième temps, ça sera un peu de voir, moi j'ai pris l'initiative de lancer le sujet, de lancer l'exploration et de savoir si vous avez envie de continuer l'exploration.
Est-ce qu'on a envie de faire les choses ensemble? Voilà. Alors, petite précision, donc en bas à droite, vous pouvez, il y a deux choses, le chat, vous pouvez déjà commencer par vous présenter, réagir, n'hésitez pas à partager aussi, à compléter, à témoigner pour les festivals, du coup, vos fréquentations, les questions qui se posent, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et pour toutes les questions que vous voulez poser, le plus simple, c'est de cliquer sur le module questions, de les poser. Comme ça les sortira un peu du flux. Ça permettra d'y répondre au mieux tout à l'heure. Et Aude, si elle arrive à se connecter aussi, parce que du coup, elle n'est toujours pas là. Et n'hésitez pas aussi, si vous voyez, vous pouvez, s'il y a des questions que certains ont déjà posées, que vous souhaitez appuyer, vous pouvez voter pour les faire monter dans la liste. Pour la suite, en fait, suite à nos échanges, je vous enverrai un petit questionnaire d'ici quelques jours avec le replay, avec le document, le support de présentation, sûrement samedi. Mais d'ores et déjà, si vous voulez si vous vous dites j'aurais envie d'en discuter de vive voix, en fait, vous pouvez réserver un créneau en cliquant sur le lien, je le remettrai à la fin. Je vous le renverrai par mail, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, si vous vous dites quoi qu'il arrive, j'ai envie d'en discuter, d'approfondir certains sujets, voilà, n'hésitez pas. Alors, on est parti. J'enlève ça. Tac. Alors, pourquoi s'intéresser au Festival Incubeur? Alors, parce que sur ces questions de mobilité, alors ça va bien avec le Beach Festival qui est en Normandie, c'est qu'on peut essayer de faire plein de choses, mais en fait, on peut beaucoup se perdre. On met de l'énergie, les résultats sont pas très satisfaisants, forcément. C'est compliqué. Et de manière générale, voilà, se dire qu'il faudrait modifier profondément les mobilités publiques qui représentent aujourd'hui une part importante de l'impact carbone des festivals, et on se dit, entre là où on est aujourd'hui et ce qu'il faudra avoir, c'est un peu vertigineux, c'est des résultats incertains, on peut compliquer, en plus il y a des difficultés financières, il y a d'autres problèmes, donc ça peut être un peu voilà, difficile d'aborder ça, et c'est pour ça que moi ce que je préconise, c'est de se dire qu'on va faire les choses par étapes, et donc on commence par se demander qu'est-ce qu'on peut faire cette année, qu'est-ce qu'on peut faire comme chantier facile, rapide et qui permet de faire un pas, comme quand vous partez en randonnée, où vous savez qu'il faut aller plus loin, encore là vous avez le chemin, mais vous pouvez dire je commence par ces étapes et on verra après. Alors, voici une image qui résume, qui illustre bien déjà pourquoi travailler sur les festivals campeurs. Dans le cadre du programme Décarbonons le live, j'ai vu que Mathieu, qui a réalisé les bilans carbone, est là. Il y a plein de bilans carbone qui ont été faits. Celui des nuits secrètes n'est pas forcément très bon. Alors, je ne sais pas, là aussi, il y a quelques des nuits secrètes qui sont censées être là. Je ne sais pas s'il est arrivé. Une gare qui est juste à côté, et pourtant un bilan carbone très lourd. Et là, on voit pourtant qu'il y a plein de festivals campeurs. Et donc, on se dit, il y a des trains de nuit, ce que vous voudrez avoir certains pour rentrer le soir, et malgré tout, le bilan n'est pas bon. Et quand on voit le nombre de campeurs qui sont juste à côté, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, parce que pour beaucoup de festivals, obtenir des trains le soir, ce serait bien. Pareil pour les transports en commun. Mais c'est pas simple. Et les régions sont plutôt frileuses. Alors que du coup, des festivals campeurs, ils arrivent le jour et ils repartent le jour. Et donc, ça peut être facile d'utiliser ce qui existe. Alors, quand on prend l'enquête sur les mobilités des publics qui a été réalisée dans le cadre de Festival en Mouvement, par 33 festivals dernières, on s'aperçoit que pour la moitié d'entre eux, les festivaliers qui dorment au camping du festival représentent entre 25 et 87% des personnes qui ont répondu à l'enquête. Très, très important. Tous ont des navettes vers la gare la plus proche, ou se trouvent pour quelques-uns juste à côté. Et pourtant, vous le voyez, le
le mode de déplacement principal, il reste la voiture et de très loin pour la quasi-totalité des répondants. Très très loin. Donc, selon interroger. Et le reste est relativement marginal, sauf exception. Enfin, pour quelques-uns, il y a un peu de bus, mais ça reste quand même faible. Et donc, on peut se dire, là, on a vraiment ce paradoxe entre des efforts qui sont faits, des résultats qui restent faibles, et, euh, et donc, quand on voit la part de festivals campeurs, on se dit qu'on a peut-être là une cible. Voilà. Alors, du coup, je vois que normalement, Aude a réussi à se connecter avec le nom de Margot, et Margot devrait peut-être arriver quand même à se connecter après. Alors, quand on regarde ces questions des festivals campeurs, et qu'on regarde un peu les pratiques des uns des autres, on voit que le camping, du coup, est quelque chose qui est très développé par beaucoup de festivals, y compris les partenariats avec Decathlon, avec certains, ça reste à la bonne franquette. Pour certains, c'est gratuit, pour d'autres, c'est payant. Pour certains, ils font des animations. D'autres ont plusieurs campings, des plus calmes aux plus animés, des animations. Voilà, il y a vraiment une grande diversité de choses, mais en tout cas, voilà, c'est un truc très fort sur beaucoup de festivals. Sur les questions de mobilité, à gauche, vous avez la dernière newsletter de la Nuit de l'Erdre, très très longue. Avec, ça commence par le parking, parce que tous les festivals, je montrais les festivals en mouvement, quasiment tous, sauf erreur de ma part, restent à avoir un parking gratuit. Partout, il y a des parkings importants, gratuits, et donc ça peut aussi expliquer pourquoi beaucoup viennent en voiture. Parce que c'est simple, c'est pratique, et c'est gratuit. En tout cas gratuit pour le parking. Deuxième élément, c'est quand même la complexité. Alors là, on voit sur la Nuit de l'Erdre, elle renvoie vers un site, mais en fait, ça renvoie vers le site TER du Pays de la Loire, avec des propositions complexes, parce qu'il y a des billets live à 5 euros, d'autres machins, mais ça c'est beaucoup pour les TER. Voilà. C'est la même information pour tout le monde, et vous vous retrouvez sur un site général qui n'est pas facile d'accès pour beaucoup. Alors, du coup, ces festivals campeurs, il me semble avoir des leviers intéressants sur lesquels travailler, parce que donc, il y a une offre ferroviaire existante ou de transport en commun le jour. Avec la billetterie, en fait, on pourrait identifier les festivaliers qui pourraient venir en train et donc leur envoyer des informations personnalisées. Au lieu d'envoyer la même information à tout le monde, mais du coup très vague, où tout le monde se retrouve perdu, ça veut dire que en fait, vous pouvez distinguer, grâce à la billetterie, savoir qui pourrait venir en train, qui ne peut pas venir en train, donc à qui il faut parler de covoiturage, qui vient d'une ville où vous avez mis un service de bus spécial, et du coup, cibler, pour faciliter du coup le passage à l'action. Et c'est pour ça que sur ces festivals campeurs, il me semble que de premières actions sont possibles, même encore pour cette année. Alors, je vais parler du Biche Festival. Alors, juste, je voulais voir, Aude, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Parce qu'elle est... Pourquoi elle n'a pas... Aude, je vois que tu n'as pas de micro, je sais pas pourquoi. Non, non. Est-ce que Aude, qui est sur l'ordinateur de Margot, est-ce que tu as pas oublié de déclencher un truc pour pouvoir parler? Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est Ah, bon. pardon. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, du coup, Margot va réussir à arriver? Eh ben, doit pas tarder normalement. Bon, super. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter le Beach Festival rapidement en 2 minutes pour ceux qui ne connaîtraient pas le Beach Festival? Et bah donc le Beach Festival, c'est un festival qui a lieu à Ré, à côté de l'Aigle, donc dans l'Orne, et qui a fait sa 9e édition là cette année, qui était les 14 et 15 juin dernier. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Combien de participants, combien de gens au camping. Alors, on n'a pas encore les chiffres exacts. On est environ 4500 participants. Et pour le camping, j'avoue que j'ai pas le détail des chiffres là. Ok, donc 1500 participants sur 2 soirs. Oui, c'est ça, le vendredi et le samedi soir. Donc voilà, pour vous dire, donner un peu une jauge et une impression. Alors du coup, moi je vais vous en dire un peu plus sur ce que j'ai observé, et puis on reviendra après avec Aude et peut-être Margot pour discuter. Alors pour vous resituer, en fait, l'Aigle se trouve au milieu, se trouve sur la ligne de train Paris-Granville. Vous verrez que ça a son importance, et se trouve assez loin, en tout cas pas accessible en train, depuis les principales villes de Normandie, du Havre, de Rouen, de Caen, d'Évreux. Le réseau, en tout cas, ne permet pas. Alors, comme beaucoup d'autres festivals, le Beach Festival communique effectivement sur le fait si vous venez, et comment vous pourrez venir, d'abord en train, en covoiturage, à vélo, à pied, et avec quelque chose qui est important, que mettent en place beaucoup de festivals, c'est une navette gratuite entre la gare et le festival. Alors quand on regarde du coup les chiffres, donc en prenant l'enquête publique, mobilité publique faite l'année dernière, on s'aperçoit que déjà il y a plus de la moitié des festivaliers qui viennent d'Île-de-France, un tiers de Normandie et 15% des autres régions. Et on retrouve ça souvent quand même chez beaucoup de festivals, c'est que si on regarde d'où viennent les gens, on s'aperçoit qu'il y a le rayonnement national, la proximité et des fois des régions d'à côté. Mais on peut cibler, tout le monde ne vient pas de partout, sauf cas exceptionnel, sauf après très grand festival. Mais en tout cas, on peut comme ça différencier. En vert, on voit que les festivals campeurs, ils reprennent presque 50%, en tout cas de ceux qui ont répondu à l'enquête l'année dernière. Donc en vert, en train beaucoup, donc ça reprend 27, un quart quand même des festivaliers, 20% des festivaliers qui sont des festivals campeurs qui sont venus en voiture. Il y en a quelques autres là, mais dans les 4% des autres, parce que là, c'est minuscule, entre les à pied, en bus, etc., c'est minuscule. Et la moitié 9% qui viennent en train, mais qui dorment ailleurs, donc chez des amis, en location, notamment, et 40% qui viennent en voiture et qui dorment ailleurs, notamment chez eux, mais pas que. En violet, vous voyez que chez les personnes qui viennent d'Île-de-France, finalement, les festivaliers campeurs qui viennent en train, ça représente 22% de tous les festivaliers. C'est quand même très important, c'est 1 sur 5. Que 8% viennent en voiture et dorment au camping. Que 9% viennent en train et dorment ailleurs. Donc là, famille, amis, location. Et 14% qui viennent en voiture et dorment ailleurs. On voit que là, on est quand même sur des masses relativement intéressantes sur lesquelles on va pouvoir travailler, que ce soit pour les basculer certains qui viennent en voiture en train, ou peut-être convaincre certains d'aller au camping. Côté Normandie, 9% quand même qui viennent de Normandie et qui dorment au festival, au camping, et 21% qui dorment ailleurs et qui viennent en voiture. Mais vous voyez que, par contre, 0% qui sont venus en train, c'est-à-dire que cette ligne de train Paris, l'Aigle, Granville, finalement, elle amène beaucoup de gens qui habitent dans la région parisienne, mais sur toutes les autres gares de Normandie, il n'y avait là, dans les personnes qui ont répondu au questionnaire, aucune qui est venue d'une ville qui aurait pu venir en train aussi, mais depuis la Normandie. Et c'est là où les chiffres de la billetterie, pour être plus précis, pour voir, du coup, est-ce qu'on en a loupé. Côté autre région, ils reprennent 15%, 9%, les 2 tiers dorment au camping, mais les deux tiers aussi dorment au camping ou ailleurs et sont venus en voiture. Alors on peut se dire que là, c'est des pourcentages qui sont bien moins importants que certains de Normandie, mais pour des personnes qui viennent de très loin, forcément, l'impact carbone peut être plus important. Donc là, on est sur ces 15%, notamment les 9% qui sont venus en voiture d'autres parties de la France. Agir sur eux peut avoir un rôle plus que ces 9%.
Alors, 6 observations que 6 sujets que je voudrais évoquer rapidement. Alors, j'ai interviewé, je suis allé pendant 30 heures, le début du festival. Après, je devais rentrer pour des raisons familiales, donc c'était assez court. Ça a été beaucoup sous la pluie, mais très bon accueil au Beach Festival. Et du coup, j'ai discuté avec pas mal de monde, et du coup, j'ai une vingtaine d'échanges avec des groupes euh, que j'ai pas totalement analysés, mais voilà, voici un peu ce qui ressort pour moi déjà en premier. Rapidement, sur les avantages du train, alors c'est pratique, c'est confortable, mais il y a un argument qui m'a marqué et qui est revenu plusieurs fois et qui n'est pas celui auquel on pense naturellement, c'est l'importance, le confort du train pour le retour. En fait, beaucoup m'ont parlé du fait que venir en train, ça permettait d'éviter de se compliquer la vie à discuter entre amis sur qui prenait sa voiture et surtout qui prendrait sa voiture le dimanche une fois qu'il faudrait rentrer en étant fatigué du festival, en ayant fait la fête, bu la veille. Et donc, voici un argument qui était intéressant. Deuxième point, c'est la question de l'accueil. Alors, vous invitez les gens à venir en train, vous mettez en place des navettes gratuites. Et en fait, quand on est sur place, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites choses qu'on pourrait améliorer. En discutant avec Margot avant, en fait, au lieu de mettre les navettes à la gare, ils ont fait le choix de les mettre dans le centre-ville. Alors, ça partait du principe que la gare de l'Aigle est assez excentrée, qu'il n'y a rien. Et donc, leur idée, c'était de se dire, si on met le départ à l'office du tourisme, les gens sont en ville, donc ils s'y attendent, ils peuvent faire des courses, ils peuvent se mettre au café, etc. Un principe intéressant, sauf que du coup, derrière, il fallait que les gens le devinent. On voit aux heures de pointe, quand il y a de plus en plus de monde, qu'il fallait attendre. Finalement, par exemple, il n'y avait personne pour accueillir, pour informer, et ne serait-ce que se dire, vous pouvez, au lieu d'attendre sous la pluie, vous avez le temps d'aller au café, parce que de toute façon, vous ne partirez pas avant 1 heure, puisqu'il faut attendre que les navettes fassent des allers-retours. Et donc, je me dis, il y a plein d'endroits où il y a plein de petites choses à faire, y compris pour dire, tout le monde arrive content, prêt à commencer le festival, mais pour se mettre dans l'ambiance de découverte, de se mettre dans l'ambiance du festival déjà, mais aussi pour, par exemple, donner des petites informations. On le fait dans le centre pour que les gens puissent faire des courses s'ils ont besoin, et peut-être qu'il faut du coup leur donner les infos. Troisième point, ce camping, enfin ce festival, il y a deux gros parkings. Alors, des gros, par rapport à d'autres, ça reste relatif, de 150 places. Et en fait, en regardant leur occupation le soir et le matin à l'aube, les deux étaient pleins la veille, mais je me suis aperçu que le matin, en fait, 80% du parking était encore occupé. Et avec quasiment personne qui dormait dans les voitures. Ça voulait dire que ce parking, en fait, qui était le mieux situé, et celui qui était vraiment indiqué, fléché, en fait, il a été occupé sûrement dès le début, tôt dans la première soirée, par les gens qui venaient dormir au camping. Et donc, du coup, il n'était plus accessible pour les autres. Et donc, du coup, même le samedi, ça veut dire que il était quasiment déjà plein, et donc il risquait pas de se vider. Alors que le deuxième, lui, le lendemain matin, il n'y avait que 7% des places qui étaient occupées. On a perdu Aude. Et du coup, Margot. Troisième grande remarque, la variété des pratiques sur le camping et le lien avec le festival. Donc, il y a des gens qui arrivent en tout petits groupes, à 2 ou 3, mais d'autres arrivent vraiment avec des groupes plus ou moins gros qui se retrouvent, qui convergent vers le festival, qui se retrouvent, qui préparent enfin un peu, qui organisent leur tente autour d'une espèce de place centrale. On voit un groupe devant. On voit derrière que certains arrivent avec des équipements plus importants, de quoi se retrouver entre amis, avec des tonnelles, avec des tables, avec
plus d'équipements. Et qu'il y a aussi des pratiques différentes entre ceux qui ne font que consommer au festival, pour manger, pour boire, certains qui amènent beaucoup de choses pour manger, pour boire, d'autres qui font un peu des deux. Donc plein de variétés, mais du coup, pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser? Parce que du coup, suivant la pratique que vous n'avez pas forcément les mêmes besoins. Et ces besoins, ils vont pas être forcément comment on y répond pour quelqu'un qui vient en train. La voiture, c'est facile, vous pouvez amener du matos, autant que vous voulez. Vous pouvez en faire des courses, vous pouvez arriver avec une grosse tente. J'ai quand même une tente qui fait 35 kilos, une tente très grosse. Il y a ceux qui viennent avec les packs de bière, avec les courses de quoi manger pour plusieurs jours. Et donc forcément, il faut s'intéresser un peu comprendre les pratiques pour pouvoir se dire, du coup, quels sont les besoins et comment y répondre. Parce que du coup, c'est pas la même chose à venir en train ou en voiture. Autre remarque, c'est comment, effectivement, du coup, par rapport à ce que je disais un peu avant, comment on répond aux petits besoins des festivals et campeurs. Où est-ce qu'on peut se doucher? À quelle heure? Et on voit qu'il y a plein de choses, alors que le Beach Festival est un petit festival. Ils ont essayé d'organiser un peu mieux leur camping par rapport aux années précédentes, de le faire payer pour mieux le dimensionner, pour mieux l'organiser. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais si vous n'avez pas les clés, par exemple, de savoir que vous pouvez vous doucher à la salle de sport à quelle heure, il faut trouver l'info. Et petit truc marrant, c'est que à l'entrée du festival, en fait, était accroché sur l'arbre un petit mot pour l'épicerie du village qui disait, mais nous on ouvre toute la journée, et toute la journée exprès pour eux, parce que du coup ils ne faisaient pas de pause le midi, possibilité de charger le téléphone, de faire des courses, de prendre des crêpes, et donc c'est une initiative sur laquelle il n'y a pas forcément de dialogue entre le festival et ces gens-là, alors que eux, du coup, chaque année, ils mettent des tables, ils préparent des crêpes parce qu'il y a plein de monde qui vient. Donc, je me dis, il faut aussi essayer de comprendre tout ça. C'est pas juste la mobilité, mais c'est tous ces petits besoins qui permettent de rendre à l'aise, de dire savoir qu'on pourra venir en train et aller faire des courses complémentaires dans la commune. Tout ça, il y a plein de petits sujets qui me semblent importants pour l'expérience des gens. Et enfin, il y a quand même la principale leçon que j'ai tirée. En échangeant avec des groupes, je me suis aperçu qu'il n'y avait quasiment, pour ceux qui venaient la première fois, il faudrait que je réécoute l'ensemble des entretiens, mais quasiment aucun n'est venu tout seul. Tous les nouveaux venaient avec des festivaliers qui sont déjà venus. Et donc ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire que les réseaux humains sont bien plus forts que les réseaux sociaux pour convaincre les gens de venir. Les convaincre, mais aussi du coup les informer sur c'est quoi la bonne pratique. On peut venir en train, on s'organise pour venir en voiture, tous. Ça c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est forcément quand on est sur des festivals, on est sur des moments de plaisir, de se retrouver, de vivre l'expérience du festival, et que par rapport à ça, en fait, il y a plein de choses, des imperfections qu'on est prêt à accepter sans problème. Il y a quelque chose de joyeux, mais du coup, c'est aussi de vivre ce moment sympa. Ça ressort chez beaucoup. Et donc, du coup, si vous intégrez le fait de venir de manière sympa, le train, ça peut donner de la valeur pour aider au changement de mobilité. Attends, du coup, Margot et Aude ont dû se reconnecter. Pourquoi ? Et donc, du coup, quand je remonte le tableau qui était là, ça confirme, à mon sens, cette première exploration rapide, que sur ces potentiels de travail, sur les festivals et campeurs qui pourraient venir en train. Salut Margot. Oui, salut. Désolée pour le retard. Et comment convaincre peut-être des gens qui pourraient venir d'Île-de-France en voiture, sur ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a vraiment un potentiel important d'amélioration, pas forcément en faisant de grosses choses, mais en travaillant tous ces petits leviers.
Alors Margot, du coup, je sais pas ce que tu as vu, je sais pas ce que tu as entendu. Donc du coup, ben, tu arrives juste pile poil parce que du coup, c'était ton tour. On a tous fait, voilà, ça arrive à temps. Est-ce que tu peux peut-être reculer, avancer ton ordinateur pour qu'on te voit. J'ai dû me mettre sur le téléphone, ça fonctionnait pas sur l'ordinateur, mais voilà. Bon, alors, Alors, mon témoignage, ouais, j'ai pas pu suivre tout ce que vous avez dit avant, mais j'ai bien un historique un peu de tout ce qu'on s'est dit, Benoît, en amont. Donc au festival, nous, la volonté, c'est vraiment de développer les mobilités douces. Depuis des années, on prône le train, le covoiturage et tous les déplacements de transport en commun. C'est même pour ça qu'on a changé de lieu de festival pour se rapprocher de la gare, puisqu'avant, on était à 30 minutes de la gare et là, on n'est plus qu'à, allez, si on est honnête, 10 minutes, mais 5-10 minutes, mais en voiture, hein, pas à pied. Donc la volonté, c'est vraiment de prôner le train, sachant que aujourd'hui, on n'est pas forcément accompagné sur ce terrain-là avec la SNCF, même si on a sur un autre volet, on a travaillé avec la Fondation SNCF sur plutôt le volet inclusion. On aimerait développer une offre d'un tarif festivalier pour se rendre à l'événement de toute la France jusqu'au festival avec un tarif négocié comme certains autres font déjà, comme je fais dans la Nord par exemple. Je viens de voir l'offre en ce moment, vu que c'est bientôt. Et on se rend compte quand même, j'ai pas le détail des chiffres de ton étude, Benoît, mais qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de festivaliers qui viennent en train. Et après, il y a toute la gestion, et c'est ce que nous, on met en place, la gestion des derniers kilomètres. De prévoir des navettes pour se rendre jusqu'au lieu du festival et donc au camping, au festival, puisque le camping est sur place. Hein. Donc ça, nous, on prend en charge cette gestion-là aujourd'hui, sachant que c'est vraiment grandissant cette demande et on se rend bien compte que aujourd'hui, c'est avec 6 minibus. Je pense qu'on aurait tout intérêt de démarcher la région pour trouver une solution, d'avoir des bus ou des navettes plus grandes et en plus grande quantité, au moins pour les jours d'arrivée le vendredi et le dimanche pour les départs. Et entre les deux, peut-être que les minibus suffisent, mais on a besoin d'être accompagné là-dessus et je pense qu'il y a une demande. Après, c'est hyper intéressant tous les retours d'expérience de Benoît et de festivaliers, puisque il y a même il y a à améliorer l'expérience et à adapter la communication en fonction d'où viennent les gens et comment on peut les accompagner sur les mobilités douces en fonction de leur zone géographique. Et après, on a constaté même cette année qu'on a un manque à gagner dans le sens où il y a carrément des festivaliers qui n'ont pas pu se rendre à l'événement faute de train. Les trains étaient tous complets sur les heures qui se rapprochent de l'événement. Donc, il y a à voir aussi avec la SNCF de travailler conjointement pour essayer de savoir s'il y a un besoin grandissant et s'il ne faut pas acheminer un train supplémentaire sur les week-ends de l'événement pour améliorer l'expérience et que ça soit accessible au plus grand nombre, puisque la volonté du festival, au-delà du festival en payant le vendredi soir et le samedi soir, on est en gratuit le samedi, et donc il y a cette volonté d'être accessible au plus grand nombre. Et dans cette démarche-là, il faut absolument qu'on travaille avec le train pour améliorer l'expérience et que ça soit encore accessible, qu'il n'y ait pas des gens qui ne puissent pas se rendre à l'événement faute de moyens de transport. Ce serait dommage. Juste Margot, attends, je te coupe. Si vous avez des questions pour Margot ou pour moi, n'hésitez pas à le poser dans le module, hein, pendant que Margot continue à nous. Non, par rapport à nos démarches actuelles, nous, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait le choix de ne pas aller sur une plateforme de covoiturage si on prend les autres moyens de transport pour inciter les gens on avait déjà un groupe de covoiturage Facebook pour les inciter à rejoindre ce groupe-là, et sinon à utiliser les moyens de covoiturage qui existent actuellement pour pas, voilà, comme on est un petit événement et pas un énorme festival, on s'est dit si on crée encore une nouvelle démarche, on n'est pas sûr que ça serve, donc autant prôner les sites de covoiturage qui existent déjà. Pour le train, on a mis en avant de prendre le train pour les gens qui ont cette possibilité-là en fonction de leur lieu d'habitation. Et effectivement, peut-être on a à s'améliorer sur la communication vraiment spécifique en fonction des différents publics pour leur proposer la meilleure solution de transport en fonction de là où ils viennent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre festival, la façon de communiquer et les différents
propositions de mobilité douce pour Est-ce cette que, année. hop, hop, hop. Alors, est-ce que vous avez repéré, Mathieu, question de Mathieu qui dit, est-ce que vous avez repéré quand les trains sur vos dates s'ouvrent à la réservation? Hum, C'est pas moi qui m'occupais de ça, mais je sais que cette année, puisque dans l'association, on a un bénévole qui travaille à la SNCF, on a réussi à avoir bien plus tôt que les autres années les horaires des trains qui permettaient de pouvoir avoir une communication plus adaptée et de prévoir en conséquence les navettes aux horaires des trains. Mais les ouvertures, c'est toujours, enfin normalement c'est toujours pareil. Moi j'ai pas cette info-là, mais je crois que le reste de l'équipe l'avait sur les dates, mais c'est pas non plus autant en avance que ce qu'on aimerait par rapport aux dates d'ouverture des ventes des billets. Oui, c'est ça. Alors du coup, la SNCF ouvre les ventes de billets 3 mois à l'avance, mais normalement c'est par jour, mais pour l'été, ils ont une date où ils ouvrent pour tout l'été. Mais effectivement, du coup, ça, c'est bien de souligner parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est à ce moment-là que ça mériterait communiquer avant. Le piège, c'est que si vous pouvez pas vendre les billets, c'est un peu con. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir peut-être une manière de contourner ça aussi, c'est que dans beaucoup de régions, comme ce sont les TER qui desservent les festivals, il peut y avoir moyen peut-être avec les régions, de mettre en place des billettiques où eux ils ouvrent avant. Mm. Voilà. Parce que nous, effectivement, on a ouvert la billetterie en janvier et voilà, c'est 6 mois avant, forcément. Mais pour autant, ce qu'on a constaté cette année, c'est que de rendre le camping payant, ça a incité les gens à réserver en avance, puisqu'ils étaient garantis. Il y avait une espèce de quand même de garantie pour eux d'avoir une place au camping attribuée, et du coup, ça a permis de faire plus de ventes en amont. Donc c'est sûr que si en plus on a une offre couplée avec le train, le camping et le pass festivalier, là on est sur un package week-end, c'est sûr que ça va aider à ce que les gens réservent en amont. Après, il faut être sûr qu'il y en a assez pour tout le monde, parce que si on se retrouve à la fin et qu'il n'y en a pas assez non plus, d'où la démarche d'intégrer la SNCF et les TER Normandie dans l'aventure dès le début pour réfléchir à une solution globale en amont. Mais effectivement, les ventes cette année sont bien parties au début des réservations, puisqu'on a lancé le camping payant en même temps. Et on a aussi une nouveauté cette année, on a fait une offre groupe où c'était assez intéressant puisque c'était un pack 6 personnes. Du coup, le camping devenait gratuit et en plus, il y avait un pass offert. Donc, c'était assez avantageux. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris ce pass, notamment en amont. Alors, question de Vincent, avez-vous pris contact avec SNCF Voyageurs pour étudier la possibilité de privatiser un train spécial? Ça dépend bien sûr du nombre de festivaliers ou faire pression pour l'ajout d'un train normal. Alors, en toute transparence, on est une petite équipe dans l'association et c'est des sujets qui méritent beaucoup de temps, je pense, à consacrer et très en amont. Et effectivement, nous, cette année, on a Aude qui a rejoint l'aventure en stage pour 3 mois sur les enjeux de développement durable et de tous ces sujets-là. Et effectivement, niveau timing, je pense qu'on n'était pas dans les clous pour avoir des réponses. Donc, on n'a pas enclenché ces démarches-là. À l'époque, il y a quelques années, on avait démarché, mais on n'avait pas eu gain de cause parce que notre événement était trop petit et donc pas pris au sérieux sur les jauges. Enfin, il y avait une histoire de jauge, quoi. Les moins de 10 000 festivaliers, ça rentrait pas dans les cases pour être accompagné sur une offre promotionnelle ou des trains dédiés et tout ça. Maintenant, je pense que c'est une question aussi de travail en amont et je pense que c'est des sujets qui se voient dès maintenant, un an avant. Dès qu'on a la date de l'année prochaine, d'aller démarcher pour envisager une discussion et une offre particulière. Mais c'était à l'époque pas adapté, en tout cas, à notre timing d'association et d'équipe VS, la SNCF et les TER Normandie. Oui, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a ce qui est important, effectivement, c'est de montrer un potentiel, deux, pouvoir dimensionner aussi les demandes, parce qu'effectivement, c'est pas facile de savoir ce qu'on pourrait demander, ce qui est réaliste, réalisable. Et de ce point de vue-là, il y a plein de choses, de travail voilà,
quelqu'un comme moi, quand on maîtrise un peu le sujet, on sait aussi, on peut arriver à voir comment on peut dimensionner et faire une juste demande, entre guillemets, euh, et du coup, qui peut être plus facilement acceptée. Et d'autre part, on le verra après, c'est la question du lobbying, comment obtenir une décision positive. C'est là où c'est important de valoriser ce qui existe. C'est d'arriver à qualifier aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui prennent le train. Et combien, à quel moment, de pouvoir communiquer dessus. Forcément, une région qui fait des efforts, c'est TER. Si pendant le festival, vous valorisez, vous prenez des photos, les gens qui ont pris le train, qui sont venus en train, et ça peut les inciter eux aussi à faire un petit plus l'année d'après. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question Tac, tac, tac. Mathieu, faites-vous de la communication pour ceux qui ont déjà pris leur billet entre l'ouverture de la billetterie et le festival à propos de l'accessibilité? Si oui, par quels médias et avec quel contenu de com? Entre le moment où les gens ont acheté, Oui. spécifiquement dédié, c'est pas moi qui m'occupe de toute la com, mais sur les réseaux sociaux, on a communiqué sur Instagram, mais auprès de tout le monde, quoi. Pas spécifiquement auprès et après, via notre partenaire de billetterie, via Shotgun, on a fait des communications dédiées aux acheteurs, mais pas, je pense qu'on n'a pas qualifié autant. Alors, du coup, moi, j'ai je pense deux. que sur Shotgun, on peut, actuellement, mais c'est peut-être des démarches à initier avec eux, savoir, ce niveau de détail-là, mais ça serait intéressant, de voir. Mais aujourd'hui, c'est sur Instagram, beaucoup, notre communication, plus que sur Facebook d'ailleurs, et via les newsletters qu'on envoie dans Shotgun directement. Alors, du coup, là-dessus, moi, j'ai deux éclairages. J'ai discuté avec Tatiana qui s'occupait de la communication avant. Effectivement, elle disait que c'est plutôt une communication en général. On envoie de tout à tout le monde, pas ciblé. Et l'autre, quand même, je suis passé rapidement sur ça. Moi, j'ai eu beaucoup de retours très positifs des réseaux sociaux, notamment du compte Instagram qui est trop stylé. Mais en fait, les réseaux sociaux servent plus comme à confirmer le fait qu'on va venir. On hésite et on voit c'est trop cool, etc. Et deux, comme point d'info, mais absolument pas, par exemple, pour recruter. Voilà. Il faut rentrer dans la communauté, poursuivre, et plus pour l'info. Donc, ça peut être un outil de communication vis-à-vis de ceux qui vont sûrement venir ou qui ont décidé de venir, mais peu, du coup, pour ceux qui débarquent. Voilà. Mais du coup, c'était assez intéressant de voir ces retours-là. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, du coup, certains les posent dans le chat. Vous pouvez me poser dans le module, comme ça va. Vincent, retour d'expérience de vue, diocèse, qui organise des pèlerinages à Lourdes, trains spéciaux. Martin, pour info, il est possible de privatiser un TGV, mais quasiment impossible de privatiser un TER. Gérer le cadre d'un marché public. Non, Martin, en fait, il y a plusieurs festivals qui arrivent à avoir des circulations spéciales. Je sais pas s'il y a quelqu'un, il va y avoir, je sais plus qui, du Cabaret Vert. Voilà. Il y a certains festivals qui arrivent à avoir des circulations spéciales avec des billets spéciaux. D'autres qui arrivent comme le Festival d'Avignon à convaincre de mettre des trains plus tard le soir, mais avec la billetterie classique. Donc il y a plusieurs spéciales, mais pas les trains. Alors, j'avais pas de façon à tout suivre. Stéphane qui demande comment calculez-vous le nombre maxi de festivaliers? Existe-t-il une jauge côté camping? Oui, on a une jauge côté festival et on a également une jauge côté camping. La jauge, elle était à 800. À 800 côté camping? Alors, du coup, il était quand même bien plein. Peut-être pas totalement, mais moi je suis pas du coup vu le samedi après-midi, si d'autres sont arrivés, mais il était bien plein. En fait, que tu peux aussi parler de ça. J'ai vu que et d'autres d'autres témoignages. Donc vous, pour la première fois, vous l'avez mis payant pour pouvoir aussi le dimensionner et améliorer le service. J'ai vu que certains festivals aussi font payant, d'autres c'est gratuit. Voilà, c'est Étienne qui est là pour le Cabaret Vert.
Voilà, du coup, qu'est-ce que t'as, est-ce que Bah, ça, nous, en fait, on a fait le constat quand on le faisait gratuit, bah, déjà que effectivement, comme c'était sans réservation et gratuit et sans bracelet, au niveau de la sécurisation des flux de festivaliers, c'était quand même un peu autogéré et ça avait ses limites. Ça marchait quand on n'était pas très nombreux, mais ça devenait un peu compliqué à gérer, même au niveau des points d'eau, du nombre de toilettes et des douches, voir s'il fallait changer le dimensionnement. Donc, de le passer en payant, ça devenait inévitable pour le sécuriser, le rendre plus confort. Donc, ça a bien fonctionné puisqu'on l'a agrandi. Alors, il y a juste eu une petite, entre guillemets, de toute façon, dans l'événementiel, il faut s'adapter tout le temps, mais euh, avec les prévisions météo qu'ils annonçaient, on a dû le déplacer à la dernière minute, ce qui n'était pas prévu. Du coup, ça a amené que le camping était quand même assez loin des douches qu'elles sont dans le gymnase, donc il faut s'y rendre à pied. Avant, c'était assez proche, c'est devenu un petit peu plus éloigné parce on avait des points d'eau pour se laver les mains et des toilettes sèches, mais on n'avait pas les douches sur place. Donc, ça, un peu, au niveau de l'expérience, c'était un peu différent de ce qu'on avait imaginé. En tout cas, on a dû s'adapter. Et on a sécurisé avec notre sécurité et donc on est passé en barrière ERAS partout sur le clôturage du camping. Il était quand même assez proche du festival, donc les gens, je pense que c'était quand même appréciable de dormir là. C'était assez calme. Et sinon, par rapport à la jauge, bah, de toute façon, nous, c'était vu en amont par rapport au festival. La jauge du festival, c'est 1005. Et donc, on voulait que ça soit assez grand, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent plus d'une nuit, qui n'ont pas qu'une soirée, mais vraiment sur le week-end. Donc, il fallait s'adapter à cette demande-là. Et pour y répondre, il y avait donc un pass camping à 10 € pour les 2 nuits. Et sinon, il était inclus dans le pass 6 en gratuit dans ce pass-là. Donc, et on en a ça représentait à peu près, plus de le pass de 6, ça représentait plus de 200 personnes. super. Merci. Alors, je vais vous proposer qu'on va poursuivre pour ce truc. Margot, n'hésite pas à regarder dans le chat si j'ai pas oublié des questions pour y répondre. Et donc, du coup, si on prend entre les questionnements de départ et ce que j'ai pu observer, où est-ce que j'en suis sur ce truc-là des festivals et campeurs, je voulais partager 5 idées. Je pense que d'abord, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir identifier ses potentiels, connaître son public, d'où il vient. Là, de ce point de vue-là, la billetterie est un super support parce que du coup, vous savez d'où viennent à peu près tous vos festivaliers. Et pour ceux qui ont un pass, même gratuit camping, mais qui est réservé, du coup, on peut arriver à dimensionner qui vient d'où. Et en fonction de ça, on peut définir des catégories et identifier forcément, du coup, les festivaliers campeurs qui viennent si on prend ici, de la région parisienne, les festivaliers campeurs qui viennent d'ailleurs. Voilà, on peut commencer à creuser et pour pouvoir analyser le potentiel. Et on peut aussi analyser le potentiel des gens qui ne viennent pas. Par exemple, j'évoquais, je ne sais pas si c'était là Margot, mais on en avait parlé. Dans l'enquête mobilité publique, il n'y avait personne qui était venu en train de Normandie. Or, sur la ligne Paris-Granville, il y a quand même pas mal de gares normandes qui sont pas les principales villes, mais les autres, on peut se dire peut-être qu'il y a des sources de développement. Et c'est-à-dire qu'au lieu de communiquer pareil en termes de développement partout, peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher des festivals et campeurs qui pourraient venir en train ou en bus, en ciblant du coup les territoires où aujourd'hui peu de personnes viennent. Après cette analyse quantitative, il y a plus une analyse qualitative, c'est comprendre un peu ces festivals et campeurs, leurs besoins, leurs attentes, leur expérience, d'essayer de creuser vraiment tout ce qui fait donc la parcours numérique avant de venir, pour avoir les infos, pour prendre leurs billets, quand on galère pour trouver des billets, etc. L'expérience vécue après pour venir et rentrer du festival et sur place. Je pense qu'il y a vraiment besoin de creuser ça. Et donc, pour ça, c'est intéressant de mener l'enquête avant, pendant et après le festival
pour être plus une analyse qualitative. Troisième élément, c'est que quand vous avez fait ça, du coup, vous pouvez essayer de calibrer votre offre. Choisir des cibles prioritaires et du coup, c'est là où les festivals campeurs, on peut se dire, ah, je vais pas essayer d'apporter des réponses sur les mobilités, sur le logement pour tout le monde, mais essayer de trouver des packages pour quelques cibles prioritaires pour réfléchir à l'amélioration du parcours et de l'expérience globale de ces festivaliers. Et de pouvoir aussi analyser du coup les coûts et bénéfices des actions, y compris des actions indirectes. Alors, tout à l'heure, je parlais d'améliorer l'accueil en arrivant à l'Aigle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça coûte vraiment cher? La question du parking, je sais plus si c'était là, Margot, quand j'ai parlé de l'occupation des parkings, je l'avais évoqué rapidement avec toi. Le premier parking utilisé à 80% par des festivals et campeurs, donc le plus proche, pas des festivals et campeurs qui vont se faire tout le week-end. Du coup, est-ce qu'on le rend payant? Est-ce qu'on les flèche vers le camping qui est plus loin pour garder celui-là disponible pour ceux qui viennent normalement? On peut réfléchir à un certain nombre d'actions comme ça pour essayer de réfléchir à ce qu'on va faire. 4, la communication personnalisée. Voilà, du coup, les newsletters, les réseaux sociaux, les newsletters en utilisant la billetterie, c'est-à-dire qu'on peut communiquer vis-à-vis des festivals qui sont déjà venus avant qu'ils aient leur billet. Non seulement au moment où on va lancer les ventes, mais aussi ça veut dire que on peut utiliser ces informations-là pour déjà en fait interroger, là faire le bilan du festival et c'est vrai pour le Beach Festival mais aussi pour d'autres, pour essayer de questionner merci d'être venu, qu'est-ce qu'on peut améliorer et on peut essayer de cibler, voilà, essayer d'enquêter. On peut utiliser ça aussi. On peut avoir des mails personnalisés, donc je sais plus qui l'évoquait, les gens qui ont pris leur billet, une fois qu'ils ont pris leur billet, ceux qui viennent cette année, essayer du coup les interroger et ça veut dire qu'on peut même faire des choses pour des festivals qui n'ont pas encore lieu pour cette année, qui ont lieu que dans quelques semaines. C'est compliqué de faire des choses importantes, mais d'envoyer un mail personnalisé à ceux où on sait qu'ils peuvent venir en train, peut-être que ça va avoir des résultats importants par rapport à un effort peu important. Et après, du coup, c'est essayer peut-être d'avoir du marketing digital ciblé, comme je disais, pour aller chercher de nouveaux festivaliers, notamment des festivaliers campeurs qui pourraient venir en train. Peut-être qu'il y a des opérations spéciales où du coup on va faire des choses, mais en mettant par exemple de la publicité. Si on fait de la com sur ces réseaux sociaux, festivaliers campeurs, venez en train, c'est cool, découvrez le Beach Festival, mais du coup peut-être on va faire une communication, pas juste sur la mobilité, mais sur vous habitez à Granville, un truc sur venez découvrir le festival, du Beach Festival, et vous pouvez venir en train et dormir au camping. Une communication globale et avec la publicité pour les gens qui habitent autour de Granville, de je sais plus les gares qui sont proches, un peu comme ça ciblé. 5e qui me semble aussi très important, c'est accueillir, valoriser, capitaliser. Accueillir parce que du coup l'expérience du festival en fait elle peut commencer au moment où on descend du train. On peut distribuer des choses, on peut pour que les festivaliers qui arrivent en ville, en fait, déjà, on les accueille, on leur donne le programme, on leur donne le lien vers la playlist, on leur donne un petit goodies pour qu'ils se reconnaissent en ville. Donc l'expérience peut commencer là, mais elle pourrait aussi commencer dès la gare de départ. On pourrait imaginer, comme dans l'exemple comme le Beach Festival, puisque beaucoup de gens partent le vendredi après-midi de Paris dans les mêmes trains, en fait, que la distribution arrive à ce moment-là et que les gens déjà commencent à discuter, à se reconnaître dans le train et accéder puisqu'il y a une playlist. On peut imaginer des choses. L'accueil sur place me semble aussi quelque chose d'important qui peut être humanisé pour vraiment valoriser ça et de pouvoir aussi échanger avec le public à ce moment-là, donner des petites infos, etc. Et enfin, la valorisation et la capitalisation, c'est parce que du coup, c'est des actions qu'on a tendance à négliger. On est dans le feu d'action et à partir ça fait des mois qu'on prépare le festival, donc maintenant on est vraiment sur il faut que tout se passe bien et valoriser. Regardez combien on a beaucoup de festivaliers qui arrivent en train, c'est cool, mais ça peut être des messages importants vis-à-vis de la SNCF et de la région, par exemple. Et la capitalisation parce que on est dans le feu d'action, mais justement toutes les petites améliorations qu'on pourrait faire, qu'on fera pas cette année,
mais de pouvoir les noter et pour pouvoir s'améliorer l'année prochaine, c'est important parce que du coup, quand on fait l'action, c'est vrai qu'on est dans l'urgence de réussir cette année, et alors que du coup, il y a plein de petites choses qu'on peut observer et améliorer l'année prochaine. Bon, du coup, question-réponse. Du coup, est-ce que sur ce truc-là, vous avez encore des remarques mais comme l'heure tourne, je vais passer sur la suite. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques rapidement? Franck qui parle de l'activité des personnes à mobilité réduite. On va garder cette question-là pour la fin, quand on a un peu plus de temps. Non, bon, je vais enchaîner du coup sur la suite. Je voulais vous interroger un peu sur. Voilà, moi j'ai pris l'initiative de me dire qu'il y avait des choses à creuser. Et moi j'étais un peu frustré parce que je voyais les gens intéressés, mais chacun, voilà, il faut du temps pour mettre en place certaines actions. Beaucoup de festivals étaient concentrés sur la réalisation de l'édition et donc on n'avait pas forcément le temps. Donc j'ai pris l'initiative moi-même sur mes deniers de partir à l'enquête, d'impulser. Et du coup, je voudrais savoir, vous, est-ce que vous avez envie qu'on poursuive cette exploration ensemble? Et donc, du coup, il y a 3 thématiques que je voulais vous solliciter. J'ai prévu des petits questionnaires là, pour commencer à vous interroger. Et après, je vous enverrai un questionnaire plus complet, mais je voulais avoir un peu vos sentiments. Alors, premier truc, c'est quelques pistes pour poursuivre l'exploration en 2024. Il y a une saison qui est en cours, tout le monde est dans le rush. En plus, le contexte national est un peu compliqué, ça plombe un peu l'ambiance, mais voilà, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire là, dans l'été, et notamment sur lesquelles je pourrais travailler. Poursuivre l'analyse du Biche Festival. Moi, il y a plein j'ai des longs entretiens que j'ai pas analysés finement. On pourrait continuer à creuser les données avec le Biche Festival pour en faire vraiment une étude de cas qui puisse servir à d'autres. Voilà, de documenter plus. Je pourrais les réaliser 1 ou 2 autres explorations dans d'autres festivals, notamment des plus gros, parce que certains ont des dimensions plus importantes, ont des campings plus importants. Il y en a quelques-uns qui sont présents là. Et le troisième truc qu'on pourrait faire, c'est tester quelques petites actions par rapport au point que j'ai soulevé, et notamment des mails personnalisés. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur place, mais d'essayer d'envoyer, si un ou plusieurs festivals étaient intéressés pour arriver à tester des mails personnalisés en fonction de l'origine des gens, on peut imaginer les choses. Et puis après, une deuxième thématique qui me semble aussi intéressante, c'est étudier justement les partenariats potentiels avec 2 acteurs importants, la SNCF et Decathlon. Alors, la SNCF, notamment, c'est pas juste l'offre, mais en fait, il existe un truc que j'ai en tête, c'est la vente de billets, l'affiliation. Alors, l'affiliation, qu'est-ce que ça représente? C'est un portail comme Ourail ou comme Molo. En fait, la SNCF rémunère des acteurs s'il leur envoie du trafic pour acheter des billets. Grosso modo, c'est la possibilité d'avoir 1% de ce qui est acheté. Alors, si vous réfléchissez en fait si vous envoyez de la communication pour inciter les gens à prendre un billet, mais du coup, vous les renvoyez pas vers le site général SNCF, vous leur donnez un lien, ce cas à tous les Parisiens, vous leur envoyez le lien pour pré-rempli pour acheter un Paris l'Aigle aller-retour aux bonnes dates, et que les gens cliquent et que vous récupérez 1%. 1% sur des flux qui peuvent être importants, ça pourrait représenter aussi, par exemple, des sources de financement pour faire le reste. Voilà, vous voyez, le fait de travailler la billetterie, la base de billetterie, pour regarder d'où viennent les gens, pour pouvoir créer des liens personnalisés sur un public où on sait qu'il va venir, ça peut prendre un peu de travail, mais ça se trouve, ça peut être rémunéré parce que, en fait, avec le programme d'affiliation à la SNCF, vous pouvez donner le lien et en fait recevoir de l'argent en retour. Ça, c'est un truc qui me semble intéressant à creuser. Et le deuxième partenaire qui peut être important que j'ai repéré, c'est Decathlon. C'est un gros festival, donc Terre du Son, Garo Rock. Alors Garo Rock, je sais plus, il y a quelqu'un qui le met de Garo Rock, je sais pas si elle est connectée. Decathlon vient et vend, loue du matériel, fait des animations. Et peut-être que
Et peut-être que ça pourrait être quelque chose où il y a un travail de fond. Ce travail sur les festivals et les campeurs, en fait, ils pourraient être des acteurs qui, au-delà des actions qu'ils peuvent mettre dans plus ou moins de festivals, et qui pourraient se dupliquer, peut-être qu'ils pourraient être aussi des sources de financement pour financer un travail sur les festivals et campeurs. Et juste ce que je voulais dire sur les dates, c'est que moi, pour les explorations, il y a des choses que je peux faire. En tout cas, il y a aussi certaines dates où je suis disponible, pas disponible. Alors, je vous laisse quand même quelques secondes pour pouvoir répondre. Vous pouvez faire plusieurs réponses. Bon, ben on voit que la réalisation d'une ou deux autres explorations, ça vous intéresse, que d'étudier les partenariats, ça vous intéresse aussi, et que tester des petites actions aussi. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être des choses. Alors du coup, je vais voir en fonction de ça. On va essayer je vais essayer d'envoyer un questionnaire plus complet, mais je voulais tester déjà les envies. Visiblement, il y a des envies. Donc voilà. Sur deuxième sujet, c'est une fois passé l'été, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer en fait 2025? Donc là, j'avais plusieurs idées que je voulais aussi vous soumettre, et vous pouvez compléter vos remarques dans le chat s'il y a des choses à dire. Premier format, c'est de produire une étude détaillée, documentée, écrite, la partager. Deuxième format, créer et animer un groupe d'échange entre festivals et ceux qui les accompagnent pour travailler sur le sujet. On pourrait tout simplement créer un groupe d'échange. Troisième format, ce serait une formation-action avec un suivi individuel et collectif sur plusieurs mois. D'avoir une journée de formation, après d'avoir des temps d'échange, un accompagnement personnalisé, des temps pour vous aider sur cette question de mettre les festivals et campeurs sur les rails ou de manière plus générale les faire bouger la mobilité et camping. On peut faire un travail comme ça sous forme de formation-action dans le cadre de formation. Je suis parti d'une coopérative qui a l'agrément pour la formation professionnelle, donc on peut faire ça sur les crédits de formation. Quatrième format, ça pourrait avoir des festivals qui disent, nous on a envie, on sait qu'on a envie de travailler vraiment dessus, on a envie d'être accompagné plus, soit parce qu'on souhaite aller vraiment investir au sujet et le creuser, soit parce que on a envie de le creuser, mais on n'a pas forcément les ressources pour pouvoir le faire en information-action, parce qu'il y a forcément assez de monde pour travailler. Voilà, plusieurs manières de le faire. Donc, je voulais vous connaître votre avis sur ça. Hop. Publier sondage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Bien, on voit que différents formats, il y a format collectif, et puis il y a aussi certains peut-être festivals qui ont envie d'aller d'être accompagnés pour mettre le paquet. On va regarder ça. Et alors, dernière petite question, bien sûr, pour faire tout ça, il y a la question des financements. Alors du coup, là aussi, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer que certains, qui des financements, je veux participer à une formation, je veux un accompagnement, je veux ceci, donc je suis prêt notre structure, on peut être prêt à participer dans le cadre de financement. Là, il pourrait y avoir aussi un modèle de pot commun, de dire, effectivement, on peut être intéressé pour une étude détaillée, de soutenir l'exploration, sans être, mais en cumulant, en mettant des petites contributions à plusieurs pour faire pour dire, pour financer les explorations, pour les creuser dans plusieurs festivals. Si plusieurs festivals mettent 100, 200, 300 euros, ça peut permettre de travailler, par exemple, ou d'autres. Il peut y avoir aussi la mobilisation de certains de vos partenaires, de dire, la région, nous on travaille avec Decathlon, ceci, cela, ou d'autres auxquels je pense pas, ou d'autres. Dans le sondage, vous verrez que j'ai mis, et là aussi, c'est rien n'est contractuel, c'est pour dire effectivement, un financement d'action précise, il peut y avoir un oui ou un peut-être ça s'étudie. C'est juste, vous répondez ce que vous voulez, c'est juste pour avoir des idées et avant que je creuse, et du coup, hop, publier sondage. Et du coup, il y a pas mal de partenaires, je vois,
Alors, les gens sont en train de partir, donc on va pas trop tarder, parce que je vois beaucoup sont pressés. Elodie, elle évoquait le CNM. Alors, le CNM était représenté aujourd'hui. Voilà. Et Elodie aussi parle des AP mobilité, des appels à projets en Normandie. Donc, Lucas de Normand était là, il vient de partir. Voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est des idées à creuser. Voilà, donc du coup, on va partir avec le culturel. Donc, je vous enverrai le questionnaire et le, le support, le replay sûrement samedi. Et voilà, si déjà vous avez envie d'en discuter de vive voix de tout ça, vous cliquez sur le lien, il y a possibilité qu'on se bloque un moment dans les prochains jours. Et en fonction de tout ça, on va voir ce qu'on peut arriver à faire ensemble. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques ou on clôture là-dessus? Margot, quelque chose à rajouter? Non, c'était plutôt clair ta présentation. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi la vision d'événements de tailles différentes pour pouvoir comparer les pratiques et avoir une vision d'ensemble des festivals campeurs sur les différents types d'événements sur le territoire. Super. Ah, peut-être, une dernière question de Franck. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il a posé une question vous parlez de l'activité aux personnes à mobilité réduite, point d'interrogation. Alors concernant notre lieu, il est déjà compliqué d'accessibilité tout court. Alors le camping et le train, ouais, c'est pas très accessible, hein, faut se l'avouer. On est en train de réfléchir à travailler avec France Handicap sur justement toute une démarche pour le rendre plus accessible, mais c'est vrai qu'on est dans un champ qui est déjà de base, même quand on n'est pas à mobilité réduite, il peut être un peu limite. Donc, il y a à s'améliorer sur le sujet, mais je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul, en tout cas, parce qu'on ne va pas avoir la bonne démarche. Donc, on réfléchit pour l'année prochaine à travailler avec une asso ou une ONG sur le sujet pour avoir quelque chose de cohérent et qui serve vraiment. Super. Attends, je vois que Franck est encore en train de taper un truc. Merci. Voilà. Franck travaille sur le sujet. Franck Defarge. Super. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous croiser prochainement en visio ou autour d'un verre dans un festival. Merci beaucoup à tous. Allez, bonne fin de journée.